Merci beaucoup Gilles pour les éclaircissements que tu nous as donnés. Bon, je relèverai plusieurs choses et là, je vais en parler aux jeunes étudiants qui sont là en médecine, qui se posaient des questions pourquoi il y avait déjà en première année des cours de data et d'informatique. Ben, nous avons choisi de parti pris de le faire parce que le système d'information dans un hôpital et dans l'activité médicale est primordial. Le système d'information, c'est la colonne vertébrale de l'hôpital. Si vous voulez, actuellement, nous sommes en train de construire le futur CHU où vous allez exercer, les jeunes. Et bien, on a commencé par travailler sur le système d'information. Quel système d'information optimal nous allons utiliser? Deuxièmement, il y a un problème qui se pose au Maroc. Et pour les médecins marocains, le mot évaluation fait peur. Les gens n'aiment pas l'évaluation. Et donc, sachez que vous allez rentrer dans le système de l'évaluation. Vous êtes plus jeune, on va vous habituer à ça, à être évalué sans arrêt. Enfin, sur les dépenses de santé, mieux utilisées, c'est vrai, on peut dépenser mieux avec la même capacité financière. Pour vous donner un exemple, moi au CHU de Dijon, j'ai été chargé de restructurer les urgences. Quand j'ai fait mon étude, je me suis aperçu qu'il y avait la nuit 3 services d'urgence qui étaient ouverts. Un service, le grand service d'urgence qui recevait tout, un service en ORL, un service en ophtalmo qui était ouvert. Quand j'ai pris le nombre d'interventions qui étaient faites le soir dans ces services-là, ORL, 11 interventions sur une année, ophtalmo, 9 interventions la nuit sur une année. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir mes collègues, j'ai dit, bon, vous avez besoin de quoi? On m'a dit, ah, moi, il me faut mon microscope. L'ORL a dit, je veux mon microscope. On a fait venir la maison Zeiss, on a dit, alors, vous avez un microscope polyvalent? On m'a dit, oui. Donc à ce moment-là, on a mis le microscope polyvalent au service d'urgence. Et un jour, on est arrivé avec le directeur, on a fermé les 2 services d'urgence. Voilà comment on peut aussi jouer vis-à-vis des médecins. Mais c'est vrai qu'il faut cette diarchie, pas une triarchie, mais cette diarchie entre le médecin et le directeur. Il faut vraiment qu'il y ait une interconnexion, puis une compréhension entre le médecin et le directeur. Et c'est vrai que moi, je peux le dire, l'expérience que j'ai vécue à Dijon pendant mes dernières années d'activité ont été très fructueuses dans ce domaine-là parce qu'on était très liés. Le directeur ne faisait rien sans m'en parler et moi, je ne faisais rien sans lui en parler. Et donc, on arrivait ainsi à améliorer de manière importante la marge de tous les services. Bien, alors là, on a parlé de management, de changement de mentalité. Et bien justement, on est arrivé à ça avec une nouvelle gouvernance qui est le système polaire. Et donc j'ai demandé à Claude Lavigne, qui connaît bien le sujet, de nous parler du système polaire à l'hôpital. Claude. Merci. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint. Je ne sais pas si on le passera ou pas, mais en tout cas, il est à votre intention. Je vais essayer de vous dire ce qu'il y a dedans. Vous pouvez le passer, madame? D'accord, alors on le fera défiler. Vous pourrez le défiler parce que la distance fait que je vous... Alors, voilà, c'est ça. Il faudra appuyer sur quoi? Entrée, hein, c'est ça. On va voir ça tout de suite. Vous me dites quand je peux. On y va? Le temps qu'on commence, je voudrais quand même vous dire trois choses, si vous m'autorisez. Deux, tirer de mon expérience personnelle, mais surtout passer un message d'origine. Le message d'origine, c'est que dans tout l'exposé que je vais vous faire, et ça rejoint ce que vous ont dit mes collègues qui sont également des références pour moi, c'est qu'il y a un fantôme. Le fantôme, c'est celui qui possède l'information et qui la diffuse, et notamment l'information médicale. Lorsque dans le système de santé, en France, nous avons des départements d'information médicale dans les hôpitaux, lorsque le système de santé prévoit, respecte et encourage
le travail de ces gens-là et la qualité de la production, nous pouvons avoir une conversation polaire qui corresponde à quelque chose. Lorsqu'en revanche, des difficultés monumentales d'acceptation se rencontrent sur le fait que des professionnels de santé refusent finalement l'information produite par ces acteurs, alors nécessairement on va avoir des difficultés, elles seront très difficiles à contourner et en termes de dynamique, elles seront quasiment insolubles. Donc ça, c'est quelque chose véritablement. Je garderai le message de fin un petit peu autour de cette idée aussi, mais ayez bien à l'esprit, on aurait pu parler de ça uniquement comme titre, que celui qui possède l'information est au service des autres, mais doit aussi être respecté pour que le système soit lisible. Le deuxième message que je veux passer avant de commencer, c'est un message un petit peu de mon expérience personnelle à travers deux souvenirs. J'ai dirigé pendant 7 ans, entre autres choses, un établissement, puis 2, puis 3, dans un petit département français qui était caractérisé par le fait que le personnel médical, quand je suis arrivé, faisait la pluie et le beau temps, à l'ancienne, et que le paysage hospitalier était tenu par un syndicat très radical. Il l'est toujours aujourd'hui. Lorsqu'il s'est agi de mettre en place le système polaire, je me suis très vite rendu compte qu'on avait nommé à mon arrivée, juste avant que j'arrive, des chefs de pôle, mais qu'une fois ceci fait, plus rien ne se passait du tout. Alors, au bout de quelques semaines d'interrogation, j'ai finalement pris une initiative dont j'ai parlé d'abord, personne ne m'a cru, et puis dans la première année qui a suivi mon arrivée, a fleuri un matin sur les murs de l'hôpital, en consultation libre par le public, les résultats d'activités nominatives des uns et des autres. Ça a évidemment créé un drame, ça je m'y étais attendu. Ce drame s'est traduit en termes institutionnels et on a demandé mon départ de l'établissement. On l'a demandé à Paris, on ne m'a pas forcément prévenu des démarches. Et Paris, c'est-à-dire le ministère, plutôt que de me demander de répondre à moi, a appelé le syndicat majoritaire pour lui demander ce qui se passait. Et le syndicat majoritaire a dit, écoutez, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on met les médecins face à leurs responsabilités. Faites ce que vous voulez avec le directeur, nous, on n'a rien à dire. Du coup, je suis resté. Et le système, finalement, a conduit, après quelques mois, à ce qu'on s'habitue à cette publicité des résultats. Et progressivement, il y a eu là-dessus un renfort. Le deuxième message que je veux passer, c'est peu de temps avant mon départ, donc après 4 à 5 ans d'expérience, j'avais quand même tiré l'idée que dans un tout petit département où l'offre publique est totalement universelle, il n'y avait pas l'ombre d'une clinique dans le paysage territorial, eh bien, on pouvait aller vers la réflexion sur des pôles qui étaient des pôles territoriaux, avec les 3 ou 4 microscopiques établissements de santé donc, qui occupaient le terrain. J'ai écrit, proposé, discuté en interne un scénario que j'ai soumis à ma tutelle. Ma tutelle m'a immédiatement expliqué que j'avais qu'à m'occuper de mes affaires, que tout ceci, évidemment, c'était une vue de l'esprit. Nous étions à quelques années des GHT, peu ou prou aujourd'hui, mais on a passé 10 ans, eh bien, on est dans le scénario que j'avais vaguement évoqué. Moralité de tout ça, j'ai appris aussi, enfin je le savais, je m'en doutais, mais là j'ai eu la confirmation, que le ministère de la Santé, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, à l'inverse de Volkswagen pour sa publicité automobile, eh bien, il n'encourageait pas à sortir du troupeau en achetant une Polo. Bon, ça c'est le message. Alors maintenant, j'en arrive à ce sujet lié à l'organisation, tel que le professeur Malcolm avait demandé de l'aborder, autour de trois idées principales. Une introduction, et j'ai fait référence volontairement à cette notion de 20 ans de réflexion polaire. Pourquoi ? En fait, c'est 2 fois 20 ans. Jusqu'à 1983, la France, elle vivait dans un système qui était extrêmement simple en termes de gouvernance hospitalière. On met de côté la partie administrative séparée de l'activité médicale, mais côté médical, c'était une chefferie de service. Cette chefferie de service, elle était assise sur 2 choses.
des textes d'organisation et des textes statutaires pour les médecins, puisque un médecin était nommé à la fois dans un grade et dans une fonction. Et une fois qu'il était nommé dans ce grade de chef de service, il gardait à vie cette fonction, hormis des cas de sanction, comme j'y ai évoqué tout à l'heure, tout à fait marginaux. Cette logique reposait sur un principe de fonctionnement limpide. C'était l'autorité du chef de service sur les personnels qui travaillaient dans son service. Ça allait des étudiants en médecine jusqu'aux collaborateurs, infirmiers, aides-soignants, agents de service, etc., etc. Et c'était écrit noir sur blanc. Et pour être bien sûr que ce soit compris, les gens portaient sur leur blouse des mentions surveillant, surveillant-chef, quand ils étaient paramédicaux. Et d'ailleurs, tout ce beau monde était regroupé au fil des années sous l'égide d'un chef supérieur qui était lui-même un infirmier ou une infirmière générale. Donc vous aviez là une organisation qui était une organisation limpide. Je ne sais pas si elle marchait bien ou pas. Je l'ai connue, j'ai gardé le souvenir, au moins au niveau des personnels paramédicaux, que ça ne les privait pas de sourire à cette époque-là. Et je n'ai pas toujours retrouvé ce sourire une fois que les gens se sont appelés cadres ou cadres supérieurs. Quand on a eu dit ça, en 1983, avec un effet au 1er janvier 1985, s'est produit le Big Bang à l'hôpital. Une loi est venue qui a expliqué que les services étaient morts et ils avaient vocation à être remplacés par des départements, l'idée étant de regrouper un certain nombre de mutualisations. Et pour être bien sûr que tout ceci était compris, il y avait également une réforme statutaire des médecins qui faisait que le grade était mort dans le statut et les gens avaient un grade unique de praticien hospitalier avec un U lorsqu'il s'agissait des hôpitaux universitaires en plus, professeur des universités, praticien hospitalier. Cette mécanique-là, donc, va se mettre en place avec un effet immédiat. Les statuts vont s'appliquer. Ils vont s'appliquer de bon ou de mauvais cœur, mais vont s'appliquer. Tandis que la disparition des services au profit des départements va demeurer virtuelle, malgré les textes d'application qui sont produits, et en plus du fait que, peu de temps après, à l'occasion d'un changement politique, le gouvernement va faire machine arrière et va réexpliquer que finalement, l'obligation des départements est une idée à oublier. Dans les quelques hôpitaux qui avaient configuré à l'époque leurs services en département, on les a d'ailleurs plus ou moins invités à stopper la mécanique quand elle était en cours, et certains d'entre eux ont été même incités à reculer, puisque de toutes les façons, cette idée était une idée qui à l'époque était réputée loufoque. On arrive donc à la première fenêtre sur laquelle j'ai souhaité insister, n'est-ce pas ? C'est qu'à partir de 1991, on va mettre en place un système qui va être un système un peu plus souple d'organisation. On va partir de l'idée qu'il faut regrouper, on va partir de l'idée que de toutes les façons, des formules vont devoir être mises en œuvre autour d'objectifs et on va laisser le soin de définir dans les établissements plusieurs possibilités. Cette loi va d'ailleurs comporter un article que je n'ai pas mentionné là, qui est un article qui s'est rajouté au dernier moment dans la loi et qui disait « Si tout ce que nous proposons entre les services et les départements ne vous suffit pas, vous avez même la possibilité de créer quelque chose de particulier. Très peu d'établissements le feront. Et là, une leçon aussi à tirer, c'est que l'initiative à cette époque-là d'inventer quelque chose et d'être seul ensuite à le porter était quelque chose de jugé soit inopportun, soit dangereux. Il faut attendre quelques années ensuite pour que le système se construise. Le système va se construire à partir de la deuxième partie des années 90, avec l'idée que, Gilles l'a évoqué tout à l'heure en prononçant le mot contrat, on met en place une idée de contractualisation interne avec une dimension de définition facultative en créant des centres de responsabilité. Le mot qui devient important là, c'est la notion de responsabilité. On veut faire en sorte donc que des objectifs puissent être négociés entre les uns et les autres dans le cadre de ces contrats.
Ce cheminement ne va pas s'arrêter dans le contexte des deux leviers. Premièrement, l'information médicale devient de plus en plus systématique. Deuxièmement, ensuite, les contraintes nationales en matière de politique de santé sur la partie monétaire deviennent de plus en plus fortes. Donc il faut suivre, rétrécir, ça a été évoqué par tous mes prédécesseurs, c'était un sujet. Et donc l'idée est venue de se dire il faut basculer vers quelque chose de plus costaud, de plus solide et de plus reconnu dans le droit. Alors, en 2004, on va préfigurer ce qui va être finalement l'année 2005. L'année 2005, c'est l'année où on rentre dans un support législatif, qui est le support législatif que nous connaissons finalement aujourd'hui, qui impose la construction des pôles. Cette construction des pôles est croisée avec une idée, qui est l'idée qu'on va lancer en même temps une tarification à l'activité. Là, vous voyez tout de suite la dimension du lien d'efficience médico-économique qui s'impose. On va croiser un système à un autre en disant c'est bien parce qu'on est intéressé par l'activité qu'on part de l'idée que la logique des pôles est fondamentale. Alors à partir de là, on va marquer des phrases. Et une partie de ces phrases, en effet, seront oubliées. Je vous les ai mises dans le transparent. Mais c'est cette idée que les établissements demeurent quand même libres d'organiser, de composer, d'ailleurs ils ne vont pas s'en priver, de composer leur organisation en pôles. Certains faisant des choses extrêmement simples, d'autres d'entrée allant dans des scénarios qui sont plus intégrés. Et à partir de quoi l'idée est quand même toujours celle qui figure dans le schéma volontairement général. Je vous demande de retenir surtout la logique des flèches. On va impulser au niveau de la gouvernance de l'établissement, c'est-à-dire le directeur, les instances médicales, les instances décisionnaires, on va impulser une logique descendante vers les pôles. Cette logique descendante vers les pôles va s'accompagner d'outils de communication et d'outils d'opposabilité. La communication, c'est qu'on va mettre tout ça dans les règlements intérieurs des établissements de santé. Et l'opposabilité, c'est qu'on va expliquer que les contrats sont opposables. Et on va faire signer donc un chef de pôle, un contrat qui sera un contrat d'adhésion à des objectifs, qui au fil du temps d'ailleurs seront des objectifs partagés avec les autorités de tutelle de l'État, au niveau des agences à l'échelon régional, n'est-ce pas, ARS, pour ne pas les citer. Donc cette mécanique qui se met en place donne ce type de dessin. Et on aura choisi cette formule plutôt qu'une autre, parce qu'on souhaite, à cette époque-là, vraiment faire porter l'idée que dans la dimension polaire, il y a une dimension d'exécution d'un objectif collectif de l'établissement qui est décliné en action opérationnelle. À l'intérieur du pôle, le chef de pôle aura pour objectif de refaire l'explication de texte, de s'assurer que d'une façon ou d'une autre, les différents porteurs d'unités fonctionnelles en sont responsables et de remonter le tout. Un hôpital que j'ai cité, et c'est encore le cas aujourd'hui si vous allez sur son site, c'est volontairement que je n'ai pas pris l'assistance publique parce que Martin était là et je me gardais bien, je n'ai pas sa compétence sur les réformes monumentales qui ont été entreprises à l'assistance publique, mais un hôpital général important, c'est lui dès le départ, c'est l'hôpital de Valenciennes, c'est lui dès le départ lancé dans un mécanisme différent qui a été de donner un poids très supérieur au chef de pôle. Tous les textes qui ont été construits maintenant depuis plus de 10 ans à l'hôpital de Valenciennes rendent les chefs de pôle décisionnaires d'un certain nombre de points de vue, de positions et d'arbitrage à l'égal des directeurs eux-mêmes. Et donc, j'ai fait ce dessin, il paraît vu de loin un petit peu plus compliqué. En pratique, surtout, vous avez quelque part une conférence des chefs de pôle qui est placée au même niveau que le directoire et que la commission médicale, et ça fonctionne réellement. Ça continue de fonctionner, puisque c'est sur cette base-là que l'hôpital de Valenciennes a noué des relations internationales avec ses voisins,
en particulier la Belgique et le Luxembourg, n'est-ce pas, à ce propos. Alors, très clairement, dans ce qui figure dans cette logique, il y a la logique de motivation des acteurs hospitaliers. Il s'agit de les responsabiliser en termes de déconcentration de gestion. Et l'idée derrière, c'est de moderniser l'hôpital. Mes collègues en ont parlé. L'ouverture de l'hôpital sur le monde de demain, ça compte. Mais même sur le monde d'aujourd'hui, l'idée de venir à rebours de certaines habitudes était très présente depuis le départ. Et c'était quand même déjà l'objectif numéro 1. Alors, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on met en place, et c'est ce qui figure sur ce slide, lorsqu'on met en place, n'est-ce pas, la somme de ces objectifs, on trouve tout. Mutualiser les équipes médicales et soignantes, regrouper les dispositifs coûteux des plateaux médico-techniques, définir les tailles critiques des pôles pour permettre des mutualisations, définir des règles de gestion et d'animation, détailler les délégations, et éventuellement, n'est-ce pas, faire en sorte que tout ceci s'accompagne d'objectifs clairs. La France a écrit un système qui, finalement, et c'est ce que je vous ai mis là, la France a écrit un système qui figure maintenant dans le Code de la santé. Si vous allez chercher dans notre code, vous trouverez, et vous trouvez tout. Le texte est assez ambitieux, il est complet, il est régulièrement modifié. J'ai fait apparaître une modification qui est une modification significative du 17 février 2022 parce que apparaît désormais cette fois-ci pris en compte une nouveauté par rapport à l'idée des 15 dernières années. C'est le retour au premier plan, ou en tout cas le retour facial à un plan important du chef de service. Ne me demandez pas ce que ça va devenir, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais très clairement, dans le nouveau texte, on prévoit la possibilité de subdélégation éventuelle des chefs de pôle vers les chefs de service. On prévoit éventuellement des modifications de contrats de pôle. Et lorsque les hôpitaux se regroupent entre eux à l'occasion de groupements hospitaliers de territoire, eh bien, on prévoit également les conditions dans lesquelles ceci ne peut pas être fait tant que l'organisation interne elle-même n'a pas été toilettée. Donc, on est là sur une évolution, certains ont dit un revirement. Il restera à voir comment les dispositifs s'adaptent, et ça, c'est à suivre à partir de maintenant. Lorsqu'on fait de l'illustration, l'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui cherche comment fonctionne un hôpital s'habitue à avoir une idée plus rapide, plus simple, à travers des constructions de pôles. J'ai mis un hôpital, il n'y en a pas deux pareils. Chaque hôpital construit ses pôles. L'idée, par contre, c'est qu'apparaissent à chaque fois les identités de tous ceux qui constituent l'encadrement d'un pôle. Alors, à quoi ça sert tout ça? Et c'est là-dessus que je voudrais finir mon introduction. Ça sert d'abord clairement à décliner au niveau d'un établissement de santé des logiques de tableau de bord qui sont cohérentes avec les logiques nationales. Ce magnifique dessin, pris avant le Covid, montre quelle était l'arborescence des projets et des organisations ministérielles en matière d'efficience. Vous avez donc un peu tout, pour dire les choses. Vous le tirez, ce un peu tout, avec, évidemment, des tableaux de bord. Et là, vous avez un peu tout en matière d'indicateurs. Il est prudent pour un pôle de s'intéresser de très près à ces documents-là. Parce que lorsqu'il y aura des relations contractuelles entre une agence de santé et un hôpital, c'est aussi à travers ces éléments que vous les retrouverez. C'est aussi une dynamique collective. L'idée de dire qu'on ne fait que du tableau de bord est probablement quelque chose qui est important, essentiel sans doute pour beaucoup de monde, mais pas fondamental pour la dynamique interne. On parlait de complexité. J'ai pris au hasard l'hôpital de Dijon, je ne sais pas pourquoi. Et lorsqu'on prend l'hôpital de Dijon, il y a quelques années, on retrouve des tableaux de bord qui sont ceux de Dijon, où on se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, l'hôpital définit lui-même dans sa logique polaire des objectifs que je qualifie en français, c'est-à-dire des objectifs clairs. On comprend à peu près ce que ça veut dire. Et on ne distingue pas les objectifs nobles et essentiels des objectifs qui peuvent paraître un peu plus triviaux,
comme supprimer les déplacements inutiles. On pourrait dire, après tout ça, c'est pourquoi on en parle, ça va de soi. Ben, ça va surtout de soi quand on le dit. Et dans cette première indication, dans le cadre des plans d'efficience polaire, vous avez la mention surtout qu'on demande aux pôles de produire des idées, mais pas beaucoup à la fois, quelques-unes à chaque fois, de telle sorte qu'elles puissent être traitées, et ensuite on passe à autre chose. C'est déjà le premier intérêt de cette mécanique. La deuxième, c'est qu'on pousse les gens à ne pas se cacher. Les mots sont utilisés. Lorsque vous avez cette image, vous voyez bien apparaître les pistes de gain d'efficience. On ne se cache pas. Et là, on va trouver des choses qui sont des choses assez significatives, qui en termes de qualité et en termes de rendement ont une valeur. Pertinence des examens biologiques, optimisation du temps médical, sortir les petits actes des blocs opératoires, pas d'originalité, mais véritablement du concret. Lorsqu'on prend toujours les mêmes logiques, on va rentrer dans des questions qui sont des questions triviales, là aussi. Mise sous pli automatique des courriers. Mais derrière le mise sous pli automatique des courriers, qui apparaît là, vous avez la notion de mieux utiliser les compétences. Il a été dit à plusieurs reprises par les gens qui sont intervenus avant moi à quel point on s'étouffe de ne pas faire exactement ce pourquoi on est formé ou ce pourquoi on pense qu'on va travailler. Bon, ben là, ça fait partie des choses. Alors voilà, c'est ça l'introduction, c'est ça le sujet. Gabriel Malka m'avait demandé de faire un peu un zoom sur les pôles médico-techniques pour prendre quelques exemples. J'en ai pris un de simple, avec son autorisation, qui est un hôpital de la région parisienne, qui est connu aussi par son nom familier, qui est l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et qui est en fait désormais, n'est-ce pas, le groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Bon. L'avantage là-dessus, c'est qu'on a des présentations qui sont assez simples. Les pôles, ils ne sont pas compliqués. Il y a un pôle biologie, il y a un pôle pharmacie, il y a des pôles comme ça. Si on prend par exemple le pôle biologie, si vous prenez le pôle biologie, vous avez des tableaux de bord. Les tableaux de bord ne sont pas compliqués, j'insiste beaucoup là-dessus. Les tableaux de bord ne sont pas compliqués, comportent des éléments qui permettent de mesurer assez rapidement des écarts et qui permettent de suivre les évolutions. Vous l'aurez compris, tout ce que vous allez voir là avec des tableaux de bord simples n'a de sens que si le dialogue de gestion est régulier, toujours avec les mêmes indicateurs pour pouvoir suivre. Autrement dit encore, si on fait ça une fois tous les 2 ans, ça ne sert à rien. Si on fait ça une fois, 2 fois, 3 fois tous les 6 mois, ça sert davantage. Et sans doute, n'est-ce pas, une fois tous les 6 mois, c'est l'idéal. Donc, cette notion de continuité dans le dialogue de gestion justifie l'emploi de tableaux de bord relativement basiques. Mais c'est ça qui parle aux gens. L'autre exemple, c'est évidemment toujours de mesurer l'adéquation entre les ressources et la production avec un suivi. C'est ce qui figure là, pareil, vous l'aurez, c'est des éléments simples. Et la troisième chose, évidemment, c'est de donner de la valeur. Parce que l'intérêt de tout ça, c'est d'expliquer aux gens que les efforts qu'ils peuvent faire, ils vont les valoriser. Parmi les éléments de valorisation, définition et choix d'un certain nombre d'indicateurs de qualité qui seront suivis, délai rendu de bilan, pourcentage de bilan urgent rendu, là encore rien d'original, mais de la constance dans la démonstration. Ce n'est pas la peine de créer des indicateurs si on ne traduit pas les résultats. Derrière, il y a la traduction de résultats avec le message classique désormais qu'on met des petits pictogrammes. Quand c'est vert, c'est mieux. Mais l'idée, c'est de donner la possibilité de transporter ces informations au plus petit rang utile à l'intérieur du pôle. Alors, vous retrouvez bien entendu la même chose lorsqu'on va attaquer la pharmacie, c'est le même pôle. On retrouve donc une logique aussi où on ne fait pas 500 tableaux. On part avec un tableau d'indicateurs. On descend ensuite un tableau de ressources.
On descend ensuite, n'est-ce pas, un tableau d'éducation thérapeutique. On est dans les scénarios de qualité, on veut savoir ce qui se passe. On descend ensuite une analyse de l'amélioration continue et, eh bien, on va s'intéresser globalement à tout ce qui peut être les projets. J'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai mis une ou deux images aussi, c'est que quand vous faites du dialogue de gestion, ce serait une erreur de s'en tenir à des constats, mes collègues l'ont dit tout à l'heure, et de ne pas accompagner ces constats d'un satisfecit qui ne s'exprime pas en termes de projet à venir. Il faut qu'il y ait de la continuité. S'il n'y a pas de la continuité, c'est la récompense du bon élève, c'est éventuellement taper sur les doigts du mauvais. Mais ça ne suffit pas. Il faut toujours l'insérer dans de la progression. Lorsque la pandémie de Covid a frappé, moi je n'étais plus en établissement, mais j'ai eu l'occasion d'en accompagner quelques-uns dans mon département où j'étais concentré, eh bien, les gens se plaignaient beaucoup de ne plus avoir de visibilité. Cette dimension de la visibilité est fondamentale dans le dialogue de gestion, donc il faut y en avoir. Et il faut y en avoir une qui soit au niveau, effectivement, du pôle lorsqu'il s'agit des pôles. C'est ce qui est là présenté avec quelques exemples donc, que vous retrouverez, qui sont des exemples qui concernent cet établissement, qui sont sur son site et que j'ai voulu remettre. Alors, dans les projets, il y a aujourd'hui plusieurs dimensions. Et outre la dimension de l'activité d'acte, il y a la dimension, effectivement, de construire des plateformes d'innovation ou des plateformes de recherche. C'était également le cas dans cet exemple-là, où, effectivement, je vous avais mis une référence dans leur projet de réorganisation, donc de centres de recherche clinique et de centres de ressources biologiques. On pourrait prendre notre établissement, on trouverait des indicateurs, on trouverait des tableaux de bord de cet esprit, il n'y a pas de souci. Dans la deuxième partie, je voudrais insister sur un élément qui est un élément important, c'est la qualité de l'animation des pôles qui distingue le contrôle de la performance, qui est souvent demandé par les autorités de tutelle, et celui-là d'abord, de ce que l'on appelle le pilotage par la performance. Autrement dit, quel est le degré d'appropriation des évolutions qui sont faites. Alors là-dessus, la Covid a eu ceci de particulier qu'elle a ramené le ministère à se réintéresser à ces questions en chargeant une mission en 2020 de poser un certain nombre de questions et de tirer un certain nombre de réflexions. Le document qui est là vous dit ceci. Le mode de gouvernance mis en place avec la création des pôles vous paraît-il avoir eu un impact sur la place des chefs dans le dispositif de gouvernance? Première question. Ce qui montre qu'on revient bien sur l'idée que les chefs de service remontent à la surface. Réponse. Des gens, deux analyses, vous le regarderez à la loupe, mais quand on prend les chefs de pôle et les chefs de service, les réponses d'impact positif sont très minorées par rapport aux impacts négatifs. Quand on regarde évidemment l'administration, c'est quasi 50-50. C'est-à-dire que dans l'œil d'un directeur, n'est-ce pas, on va considérer que les pôles n'ont pas été forcément un inconvénient. Vu par les acteurs de terrain sondés, ils étaient quand même assez nombreux, remonte déjà une première idée différente. Deuxième idée, selon vous, les services ont-ils trouvé une voie d'expression au sein des pôles? Là, c'est pareil. Quand on s'en va chercher les plutôt oui, vous avez à peu près un chef de pôle sur deux qui dit oui, oui, les services ont trouvé une voie d'expression. Quand vous prenez les chefs de service, on passe d'1 sur 2 à 1 sur 5. Pas tout à fait le même chiffre. Et donc là, on se dit, quand on prend ça, il y a déjà un écart significatif de comportement. Et en revanche, quand on va chercher ceux qui ne sont pas d'accord,
Là, on se rend compte qu'en effet, ce n'est pas parce qu'ils s'abstiennent que les chefs de service ne sont pas contents, c'est parce qu'ils sont bien 75% à estimer que ça ne leur va pas. Les directeurs, eux, comme souvent, flottent. Ce n'est pas un reproche. C'est 50-50, c'est une affaire qui, vue d'un peu plus loin, leur parlait finalement assez raisonnable. Mais quand même, moi j'avais pointé que eh bien, les directeurs sont quand même 1 sur 2 à penser que, quand même, eh bien, les chefs de service ne sont pas très entendus dans les pôles. Troisième question qui était posée. Les principales difficultés auxquelles les chefs de pôle sont confrontés trouvent leur origine dans quoi? Massivement, pour les chefs de pôle, dans la pression mise sur les résultats financiers du pôle. Alors ça, c'est un point qui est important, parce que le sujet de l'efficience et de la performance en termes de complexité consiste à savoir de quoi on parle vraiment. Veut-on améliorer la qualité de l'hôpital? Veut-on améliorer le dialogue interne à l'hôpital? Veut-on améliorer la réflexion sur l'hôpital de demain? Ou veut-on avant tout faire des économies? Les gouvernements successifs, là-dessus, ont zigzagué, mais sans trop jamais lâcher la perspective du primat de l'économique. La notion de réduction de moyens est assez présente sur une longue période, très longue même, et mécaniquement, ça impacte sur les objectifs et les résultats. Lorsqu'on voit cette question, comment jugez-vous le niveau de délégation au bénéfice de votre pôle? On a fait signer des gens, ils ont accepté de s'engager. Eh bien, finalement, les chefs de pôle vont vous dire à 1/3, ça me va bien. Et quand un chef de pôle sur 3 vous dit que ça lui va bien, mécaniquement, ça veut dire que pour 2/3, ça ne leur va pas si bien que ça. Et lorsqu'on prend les directeurs, alors pour le coup, en effet, quel que soit le nombre de contents et de pas contents, c'est des petits chiffres. 1/3 s'estime content, 1/3 s'estime pas content, mais surtout, n'est-ce pas, 40% ne disent rien. Alors quand dans une réponse, les directeurs d'établissement à cette question-là ne répondent pas, pour moi, c'est quand même un signe, un marqueur de souci. Alors à partir de là, on a toujours des questions qui portent sur les questions classiques. La médicalisation de la gouvernance relevant des chefs de pôle, dans quel champ devrait-elle se traduire prioritairement? En termes de délégation de gestion, eh bien, très clairement, n'est-ce pas, très clairement, il y a une revendication qui est une revendication d'autonomie, et celle-ci, elle est partagée par les chefs de pôle comme par ceux qui ne le sont pas. Et au niveau des directeurs, il y a quand même pratiquement 40% des gens qui seraient d'accord pour en donner davantage. Vous aviez l'exemple de Valenciennes, il n'y a pas qu'à Valenciennes que ça se passe. Mais voyez, vous avez des sujets comme ça. Et ces éléments, finalement, se traduisent après par des demandes qui sont des demandes pas forcément excessives. Est-ce que vous voulez avoir des moyens d'investissement courant? Est-ce que vous voulez avoir des marges de liberté en ce qui concerne le personnel? Ça vient bien avant le fait que vous n'avez pas les outils de pilotage. On se disait toujours, on va leur mettre des outils de pilotage supplémentaires. Mais je pense personnellement que les gens sont saturés d'outils de pilotage. Et je crois que c'est beaucoup plus sur le fond, finalement, que les questions se posent. Alors là, ça revient, pas beaucoup de surprises. Et alors, finalement, l'idée, c'est au sein des pôles ensuite, le dernier élément, est-ce qu'il faut donner plus dans les pôles? Eh bien, pour les chefs de service qui ne sont pas chefs de pôle, il y a effectivement le klaxon, un peu plus de 75% des gens qui disent « donnez-nous-en un peu plus ». Dans le texte de 2022 que j'ai cité tout à l'heure, il y avait ça dans le texte. Alors enfin, une question qui a été abordée par Gilles tout à l'heure, qui a été abordée aussi par Martin, qui revient là. Est-ce que vous êtes assez formés? Bon, personne n'est jamais assez formé, mais globalement, la moitié des gens considèrent à peu près qu'ils le sont. C'est important, ça doit être important sur la durée, mais ce n'est pas significativement, à mes yeux, l'écueil principal. Pour autant, si on n'est pas formé, on a du mal à communiquer, on a du mal à transmettre, et cette notion de transmission est quand même quelque chose, elle, de fondamental. Alors,
je vous ai mis, je vous promets que je ne vous le lis pas, mais je vous ai mis les deux pages du président de la République à l'occasion de ses vœux au personnel hospitalier, au monde hospitalier, en janvier 2023. Si vous prenez quand même la peine de lire, vous serez surpris de voir que le président de la République revient sur l'épaule, et il revient plutôt sur l'épaule en disant « Vous aviez la liberté dans la loi que vous n'avez pas utilisée, plutôt que de vous plaindre, finalement, faites usage de cette liberté pour définir vous-même. Petit b, faites le FISA, parce que de toutes les façons, rien ne vous oblige à ne pas le faire. Les textes aujourd'hui vous donnent cette liberté. Il faut avoir à l'esprit que dans les liens qui unissent les autorités de tutelle et les hôpitaux, et dans la façon dont les communications se font entre les uns et les autres et au sein des hôpitaux, l'idée était quand même d'aller vers une certaine harmonisation des choses, pour ne pas dire une certaine similitude. Pourquoi ? Parce que les éléments de benchmark sont plus faciles. Lorsque vous avez ça, eh bien, c'est une idée différente. Alors, je finis sur, rapidement, les éléments que je vous avais portés en troisième partie, que vous aurez également sur le transparent, mais je ne vais pas le dérouler. Nous sommes évidemment aujourd'hui confrontés avec le déploiement partout en France des groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire des réunions obligatoires des établissements. Nous sommes confrontés à donner du sens, de l'importance, il faut au moins aux pôles, notamment lorsque les pôles deviennent interhospitaliers. S'agissant des disciplines médico-techniques telles que l'imagerie, mais surtout la biologie et la pharmacie, on se rend compte que là, il y a un double sens très important, c'est que ça doit faire vivre ou créer de nouvelles filières territoriales avec des effets de regroupement. C'est la raison pour laquelle il y a un lien que je vous avais mis dans le document entre des exemples ponctuels de réussite, de réunion, et les réflexions de la Fédération hospitalière de France qui reprennent ce mois-ci, le mois de mars, sur les filières en termes de biologie, en termes de pharmacie, qui doivent être déployées avec une réflexion nationale sous l'angle territorial. Donc je vous ai mis là aussi les liens et les codes d'accès. C'est un sujet qui avait été un peu mis de côté à cause de la pandémie, qui est ultra urgent, parce que dans ces domaines-là, effectivement, il y a des enjeux économiques massifs. Ma conclusion sera pour dire que rien de tout cela n'a de sens si, Gilles l'a évoqué, j'y reviens, l'interopérabilité des systèmes d'information n'est pas déployée. Et par rapport à ça, au passage, dans les disciplines médico-techniques, elle est obligatoire officiellement depuis quelques années. C'est-à-dire que l'impératif catégorique aux établissements, il est posé. Ce n'est pas le cas partout. Voilà. Donc si on n'a pas ça, peu ou prou, toutes les réflexions de déploiement territorial, elles n'auront pas de sens. J'ai fini.